Au dernier étage du siège, la baie vitrée encadrait la ville comme une toile de maître, et la salle respirait le cuir neuf et l'assurance d'un monde qui se croit au-dessus des conséquences. Sur la table, un écran fissuré scintillait sous la lumière, petit astre brisé dont la valeur faisait pâlir des loyers entiers. Sur la table, un écran fissuré scintillait sous la lumière, petit astre brisé dont la valeur faisait pâlir des loyers entiers. Réglez ça et je vous donnerai mon manoir, dit-il, la voix langue de velours et mépris glacé, comme si offrir une demeure était un tour de passe-passe pour humilier. Les rires, brefs et polis, roulaient sur le tapis épais comme des billes contre la bordure d'un jardin d'enfants. Au bout de la pièce, appuyé contre un pilier de béton poli, un garçon observait sans hâte ses mains tachées d'huile et ses baskets usées témoignaient de journées trop longues pour son âge. Il n'était pas là par erreur. Il était le fils de la femme qui entretenait ces mêmes couloirs depuis plus d'une décennie. Elle avait poussé le chariot de nettoyage sous leurs pieds pendant 15 ans en évitant les regards, comme on évite des flaques d'eau sale. Le garçon avait appris à lire les circuits électroniques comme d'autres lisent des livres. À 12 ans, il avait ressuscité une radio avec des morceaux de métal trouvés dans une benne. À 15, il avait redonné vie à tablettes et montres abandonnées que personne ne jugeait dignes d'attention. Ce contraste entre sol riche et esprit modeste formait la vraie monnaie de l'instant. Si vous sentez déjà la tension qui monte, abonnez-vous, parce que ce qui va suivre n'est pas qu'une réparation, c'est le premier pas d'une histoire qui va ébranler une institution. La pièce sentait le café refroidi et le parfum fort d'une réussite affichée. Le PDG portait une montre clé qui sonnait comme un verdict. Il avait le costume impeccablement coupé et l'air d'un homme qui avait appris à peser les autres comme on pèse des marchandises. Claire, la directrice des ressources humaines, souriait d'un sourire préparé. Marc, le vice-président financier, remuait des feuilles avec un air qui disait qu'il savait garder des secrets. Sophie, responsable de communication, filmait avec son téléphone par politesse et curiosité. Laurent, l'avocat de l'entreprise, gardait une main sur sa mallette comme sur un garde-fou. Anna, journaliste locale, était invitée à la table comme on invite une juge silencieuse. Ces visages formaient le tribunal informel où se jouait la mise en scène. Les témoins étaient là, le décor était planté, la monnaie d'échange était l'humiliation. Le garçon posa la main sur l'écran comme on ouvre la couverture d'un vieux livre. Son regard glissa sur les traces microscopiques, sur la poussière incrustée, sur une rayure qui racontait une chute. Il parlait peu, mais sa voix, quand elle sortait, était ferme. « Laissez-moi essayer », dit-il. 5 minutes. Ricana le PDG, la phrase étant un fil lancé pour piquer la foule. Le défi n'était pas seulement technique, c'était un théâtre public. Le garçon prit le téléphone, sentit le verre rugueux contre sa paume, la chaleur des composants, l'odeur métallique du circuit. Il se souvint des soirs où il démontait vieux postes au risque de s'attirer des réprimandes, des matins où il bricolait des chargeurs sauvages pour la mère qui rentrait trop tard. À ces heures, il avait appris la patience, l'humilité et une méthode de diagnostic qui tenait autant de l'instinct que de la science. La première phase fut une évaluation rapide, une danse des doigts sur des zones invisibles. Il expliqua ce qu'il faisait à mi-voix, non pour se vanter, mais pour se donner un tempo. La nappe est fissurée ici, le connecteur à soudure froide, il faut nettoyer les pastilles et repositionner le logiciel, murmura-t-il. Les mots techniques glissèrent dans la salle comme des éclats de verre. Certains hochèrent la tête, d'autres firent semblant de comprendre. Sa mère, Martine, restait à l'entrée, poignée entourée d'un gant de caoutchouc, les yeux rouges d'avoir trop travaillé et trop peu dormi. Son histoire méritait d'être racontée en elle-même. Elle était arrivée dans la ville 20 ans plus tôt, jeune et pleine d'espoir. Elle avait quitté une région où l'avenir semblait bouché, pour accepter des journées de nettoyage, croyant aux promesses que personne ne tenait. Martine avait éduqué son fils en lui apprenant que la dignité ne se mesurait pas en heures travaillées, mais en honnêteté. Martine avait connu des nuits de maladie sans congé, des heures où l'on la pressait contre des murs pour éviter le regard. Elle avait épargné chaque centime possible pour offrir à son fils des livres et des outils. Son sac contenait des billets pliés, des restes, une lettre qu'elle gardait fermée depuis des années. Elle savait lire les visages bien mieux que beaucoup d'hommes en costume. Sa force était discrète et elle savait que l'avenir de son fils dépendrait moins d'un diplôme que d'une curiosité obstinée. Ses souvenirs étaient des pierres qu'elle portait sans se plaindre. L'enfance du garçon s'était construite sur ce socle, entre matinées de bricolage et soirées à apprendre des schémas électriques à la lueur d'une lampe usée. Voilà comment il avait aussi appris à ne pas se laisser intimider. La préparation prit la forme d'une concentration presque rituelle. Le garçon sortit un petit kit caché sous sa veste, pince, loupe, un chiffon imprégné d'alcool. Il expliqua, et chaque phrase expliquée était un geste destiné à calmer la salle et à montrer maîtrise et respect. Les échanges se multiplièrent alors, la scène se transformant en dialogue serré et tendu. « Tu comptes faire cela sans atelier ?» demanda Marc. « Oui, répondit-il. Et si tu échoues ?» « J'échoue rarement, dit-il.
Sophie demanda si la vidéo serait utilisée pour la communication. Non, dit Anna, mais ses doigts ne cessèrent pas de filmer. Le PDG haussa un sourcil et ajouta une remarque cinglante sur la valeur du temps des cadres. Les répliques entre eux révélèrent plus sur leur peur que sur ses compétences. 8 échanges, à 9, 10, jusqu'à ce que le boyau du temps se resserra et que la salle commença à sentir l'urgence comme une matière physique. La tension monta, tandis que le compteur imaginaire tournait. On entendait le tic discret d'une horloge invisible, le frottement d'une chaise, la respiration qui se fait plus courte. Les sens se mobilisèrent. Le goût amer du café qui reste en bouche, l'odeur de plastique chauffé, la texture rugueuse du verre entre ses doigts, le bourdonnement lointain des systèmes de climatisation, la lumière qui vacillait sous l'effort. La contenance du PDG se fissura en petites piques d'impatience. 5 minutes, répéta-t-il, comme un juge qui donnerait sa sentence. Le garçon plongea plus profond, ouvrant l'appareil, touchant les composants avec une familiarité presque tendre. Il y eut des instants où la salle retenait son souffle et où les officiels semblaient oublier de rire. Puis vint la virada technique. Les outils dansèrent, un câble repositionné, une soudure refaite avec précision, une réinitialisation douce mais sûre. Un bip, un souffle, un écran qui reprenait vie. Le son de démarrage résonna comme une note claire dans la grande salle. Le silence qui suivit fut plus lourd que les rires d'avant. Le PDG regarda son téléphone en premier, puis regarda autour de lui comme si le monde lui avait joué un tour. Martine, qui tenait son sac serré, laissa échapper une petite exhalation et ses doigts tremblèrent. L'appareil illumina des notifications, des messages, des photos qui n'avaient rien à voir avec la mise en scène. La pièce percevait la sensation de basculement. Le jouet de spectacle était devenu porte-voix. Ce succès technique changea le rythme social de la salle. Les regards ne savaient plus s'ils devaient rester hautants ou s'ils devaient se diriger vers la réalité du geste. Meulerand ôta ses lunettes et craqua sa voix comme un homme qui réévalue son plan. « Intéressant, dit-il. » Le garçon, calme, expliqua ce qui avait été réparé et ce qu'il avait trouvé. Dans la mémoire de l'appareil, des fichiers restés cachés révélèrent fragments de conversation et preuves d'un comportement méprisant. Une petite note vocale glissa hors d'une archive et la voix du PDG, imprudente, fut captée en train de se moquer d'employés et de promettre promotion contre service. La pièce sentit le sol se dérober. Ce qui était un divertissement devint document tangible. L'air changea. Sophie consulta Anna par discrétion. Anna nota en silence. On évoqua en murmure des termes lourd, intégrité, contrat, preuve. Le ton juridique s'immisça avec la même force qu'un courant d'air froid. Des noms furent appelés à la réunion suivante. Meulerand parla de risques réputationnels et de clauses de confidentialité. Mais sa prudence ne pouvait effacer le son enregistré. Les témoins énoncièrent leur surprise. Claire se recroquevilla sur une chaise, incapable de soutenir le regard. Les premiers signes de peur apparurent sur le visage du PDG. Une crispation, un rouge qui montait, la main qui cherchait une porte de sortie. Le pouvoir, qui paraissait inébranlable, montrait soudain des craquelures. Ce fut l'amorce d'une mobilisation. Le garçon, sur l'impulsion de Martine, remit une copie de l'enregistrement à Anna. Le journaliste sentit la portée d'une histoire qui mêlait humiliation et preuves tangibles et commença un travail de vérification discret. On contacta M. Dubois, avocat spécialisé en droit du travail, pour évaluer la possibilité d'une action collective. Des collègues amenèrent des témoignages. On nomma des personnes qui accepteraient d'attester. Julie, une technicienne du support qui avait été ridiculisée lors d'une réunion, Karim, ancien chef de projet qui connaissait des irrégularités contractuelles, Isabelle, employée des services juridiques qui avait vu des clauses biaisées, Olivier, chauffeur qui transportait parfois dossiers compromettants, Nadine, ancienne assistante qui gardait des copies imprimées. Chacun apportait une pièce, chacun donna un fragment d'histoire. Les rendez-vous se multiplièrent, les mails furent écrits, les copies scellées. La communauté commençait à s'organiser. La stratégie prit forme peu à peu. On établit une chronologie des faits. On consulta des auditeurs externes pour vérifier les comptes. On estima la portée financière des promesses non tenues et des clauses abusives. Explication technique succincte du processus légal. Un dossier solide rassemble preuves directes, témoignages concordants et documents internes. Les avocats évaluent la possibilité d'une plainte, rédigent une mise en demeure et peuvent initier une action en justice ou médiation qui mène à une indemnisation ou à des changements contractuels. Anna prépara un dossier pour le journal, en pesant le risque de diffamation face à la force des éléments. La pression augmenta et des portes autrefois closes commencèrent à s'ouvrir. L'exposition publique arriva comme une marée. Une convocation fut remise en main propre au PDG pendant une conférence de presse improvisée devant l'immeuble.
Des caméras, venues plus nombreuses que prévu, captèrent la scène. Les plumes griffonnées, micro pointées, le visage du PDG passa du contrôle au déni, puis à la tentative de minimisation. Les avocats présentèrent des extraits de l'enregistrement et des copies d'emails qui décrivaient comportements discriminatoires et clauses abusives. La foule se pressa, des passants prirent des vidéos, des groupes de citoyens commentèrent à voix haute. Les mots prononcés dans la salle autrefois close circulèrent désormais dans la rue. Les conséquences furent rapides et visibles. La société annonça une suspension administrative, en attendant une enquête interne. Des offres d'indemnisation commencèrent à être discutées. Certaines filiales et partenaires mirent la collaboration en pause. Les actionnaires demandèrent des comptes. Le PDG fit une déclaration publique cherchant à limiter les dégâts, mais son discours sonnait creux à côté des fichiers et des témoignages accumulés. Les journalistes, menés par Anna et d'autres médias, publièrent des enquêtes qui étirèrent l'histoire sur plusieurs colonnes, accentuant la pression. Les employés, autrefois silencieux, commencèrent à parler, encouragés par la visibilité. Immédiatement, la vie de Martine et de son fils changea. Des propositions d'emploi arrivèrent pour le garçon, des écoles techniques contactèrent la famille pour offrir des bourses, et une association locale proposa d'héberger un atelier communautaire où il pourrait enseigner. On organisa une collecte pour réparer d'autres appareils pour des personnes âgées du quartier. La société proposa une indemnisation formelle pour les personnes concernées et ouvrit une ligne de signalement. Mais le plus important fut la parole retrouvée. Des employés qui avaient craint de parler se sentaient désormais épaulés. La réputation de l'entreprise vacilla et des mesures de gouvernance furent promises. 3 moments de tension méritent d'être détaillés. Le premier fut lors de la remise de la convocation, où le PDG, acculé, chercha une échappatoire et proposa une offre financière qui aurait pu étouffer l'affaire si les témoins n'avaient pas refusé. Le conflit interne activa des souvenirs douloureux chez plusieurs employés qui se rappelèrent d'humiliations passées et durent choisir entre silence et vérité. Le second fut l'audition interne, où des témoins furent appelés à expliquer des pratiques de favoritisme et où certains reculèrent sous la pression de menaces implicites, forçant les avocats à demander protection. Le troisième fut la réaction publique après la première manche médiatique, quand des clients annoncèrent leur retrait et que la valeur boursière vacilla, mettant en jeu emploi et pension. Chacun de ces moments activa des mémoires personnelles chez le garçon et chez Martine, qui durent décider comment accepter l'attention publique sans perdre leur vie privée. Les suites se déroulèrent sur plusieurs mois. Au bout d'1 mois, la société avait lancé une enquête externe et quelques cadres furent suspendus provisoirement. Au bout de 3 mois, une médiation permit de dégager un accord partiel et de mettre en place un programme de formation sur l'intégrité et l'égalité. Des fonds furent débloqués pour un centre d'apprentissage technologique dans le quartier, porté par une ONG et par le soutien financier d'anciens employés repentis. Au bout de 6 mois, le garçon avait signé une bourse pour une école d'ingénierie, Martine avait obtenu une reconnaissance officielle et une indemnisation qui permit de sécuriser le foyer. Et la société avait revu ses politiques RH, promulgué de nouvelles clauses et accepté audits réguliers. La transformation laissa des traces concrètes. Le centre d'apprentissage ouvrit ses portes rue des Peupliers, avec des bancs, des outils, des formateurs et une plaque commémorative discrète. Des témoignages furent publiés pour rappeler que le changement ne venait pas d'une vengeance, mais d'une volonté de réparation. Le garçon, désormais étudiant, revenait enseigner des ateliers gratuits le samedi. Martine dirigeait un programme de soutien pour travailleurs précaires qui souhaitaient se former. Les noms de ceux qui avaient aidé furent cités, Anna pour son enquête, Dubois pour son conseil sans complaisance, Julie et Karim pour leurs témoignages, Isabelle pour sa documentation courageuse et Olivier pour sa persévérance. Leur action collective permit d'établir une nouvelle norme locale sur responsabilité et transparence. En conclusion, ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle, une offre de manoir pour humilier, devint un catalyseur de vérité. Le luxe de la salle n'avait pu étouffer la réalité des gestes quotidiens. La conséquence fut plus qu'une sanction temporaire, elle se traduisit par des structures qui aideraient d'autres à ne plus être invisibles. La vie du garçon et de sa mère se transforma de façon pratique et durable, prouvant que la meilleure réponse à l'humiliation n'est pas la revanche destructive, mais la reconstruction collective. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la justice commence par un acte courageux et finit par bâtir quelque chose de plus grand.